Bienvenue dans ce webinaire de Cooper Vision dédié au management de la myopie. Bonjour à tous, merci de suivre ce webinaire. J'espère que nous répondrons à toutes vos questions. Lors de cette formation en ligne, avec mon collaborateur, nous vous informerons en tant que praticien dans le domaine de la santé sur les différents aspects du management de la myopie et nous évoquerons ensemble les solutions disponibles. Ce webinaire vous donnera les différents outils pour commencer ou développer la prise en charge de la myopie dans votre pratique quotidienne. Alors nous savons que la prévalence de la myopie augmente rapidement à l'échelle mondiale. Elle est associée avec des risques de complications plus tard dans la vie des patients. Alors quel est l'objectif du management de la myopie et quelle est l'ampleur de ce phénomène? Nous pouvons commencer par parler de ce rapport qui a été publié en 2015 par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec l'Institut Brian Holden. Donc c'est le rapport The Impact of Myopia and Height Myopia. Ce rapport nous donne des informations et des prédictions sur la prévalence de la myopie. C'est notamment dans ce rapport que l'on a pu comprendre qu'à l'issue de 2050, on aura environ 50% des personnes qui sont myopes, tandis que dans les années 2000, on ne parlait uniquement d'une incidence de la myopie de 20% de la population mondiale. Donc on note qu'il y a une forte hausse et on note également une forte hausse de l'incidence des fortes myopies qui vont pouvoir nous inquiéter. Suite à ça, en 2022, tout récemment, a été publié un rapport aux Pays-Bas qui va nous donner des informations sur l'impact économique et social de la myopie dans ce pays-là. Alors, quelles leçons on va pouvoir en tirer? On va le savoir tout de suite dans les slides suivantes. Tout d'abord, ce rapport est un rapport indépendant. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport-là? On connaît tous que la myopie doit être corrigée. Il y a un problème visuel parce qu'il y a une vision floue de loin. Mais en fait, la myopie, la correction de la myopie, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Vous allez avoir plein de petits éléments, même importants, qui vont s'ajouter derrière, comme notamment l'augmentation du nombre de consultations qui vont être liées à la myopie, à l'augmentation de l'incidence de myopie, le nombre d'opérations chirurgicales qui va aussi augmenter suite à l'augmentation toujours de l'incidence de la myopie. Et après, on va avoir des facteurs qui vont être notamment une perte de productivité pour les myopes et l'impact psychologique pour cette population qui va être impactée par cette pathologie. Parmi les Européens, on compte aujourd'hui 30% de myopes. Mais si on regarde les chiffres d'un petit peu plus près, on se rend compte que parmi les jeunes adultes, on a déjà 45% de myopes. Si on multiplie par 2 l'impact des fortes myopies, on va avoir une augmentation du nombre de personnes atteintes de cécité et de malvoyance qui va augmenter de 20%. Si on augmente par 3 l'impact des fortes myopies, les personnes atteintes de cécité, le nombre de personnes atteintes de cécité et de malvoyance va être augmenté de 30%. Si la croissance actuelle de la myopie se poursuit, nous devrions tripler le nombre de personnes malvoyantes à l'issue de 2055. Alors, on prévoit donc une forte augmentation de la myopie dans le monde, avec toutes les conséquences que cela comporte. Et quelles sont justement ces conséquences à moyen terme du développement de la myopie chez l'enfant? Alors, nous avons tous en tête les conséquences à long terme de la myopie, nous y reviendrons un peu plus tard. Maintenant, il y a aussi des conséquences à court terme qui sont une vision floue de loin, qui sont aussi une dépendance accrue aux lunettes, mais ce n'est pas tout. À moyen terme, les enfants vont avoir aussi également des limitations dans le choix de leur carrière professionnelle. On sait que certaines professions imposent une certaine acuité sans compensation et nos jeunes myopes ne vont pas pouvoir se diriger vers ces carrières-là car ils ne atteindront pas les seuils demandés. Mais alors, quelles seront les conséquences à long terme du développement de cette myopie? Alors, à long terme, on va parler de différentes pathologies qui peuvent être conjointes à la myopie. Les 4 plus connus, aujourd'hui on va parler du décollement de la rétine, de la cataracte, du glaucome, mais aussi de la maculopathie myopique. Plus le degré de myopie est important, plus le risque, l'incidence de ces maladies va être augmentée. On peut voir notamment sur ce tableau-là que plus on va avoir une myopie qui va être importante, parfois supérieure à 6, plus le risque d'avoir une maculopathie myopique va être augmenté. Dans une autre étude, on apprend que pour une dioptrie de myopie supplémentaire, on a 67% de risque en plus de développer une maculopathie myopique, tandis que si, avec une prise en charge de myopie, on a réussi à diminuer d'une dioptrie, vous réduisez le risque de 40% de développer cette pathologie. Il n'y a donc pas de niveau sûr de myopie et on doit tenter de gagner chaque dioptrie. Il y a également un impact social et un impact économique à la myopie. Les personnes atteintes de cécité et les personnes malvoyantes à cause de la myopie entraîne une perte de productivité que l'on peut chiffrer à environ 1 milliard chaque année aux Pays-Bas. Si on continue avec les chiffres actuels d'accroissement de la myopie, ce chiffre pourra atteindre en 2055 2 à 3 milliards. Alors pour résumer, l'augmentation de la prévalence de la myopie a un impact
non seulement sur le risque accru de complications oculaires plus tard dans la vie, mais également sur le nombre d'individus souffrant de malvoyance ou de cécité. On retrouve également des facteurs sociétaux et économiques liés au développement de la myopie, ainsi que le choix de carrière sur les jeunes adultes. Alors, il est indispensable pour commencer de connaître les signes et symptômes de la myopie, mais il faut également communiquer à vos patients qu'ils soient attentifs et restent attentifs sur ce sujet. Alors, quels sont ces signes? Alors, pour commencer, le premier signe va être un flou visuel. Ce flou visuel-là, il va être de loin chez les personnes atteintes de myopie. Et donc, ce flou visuel chez les enfants va pouvoir entraîner des différences au niveau du comportement. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont avoir du mal à l'école parce que potentiellement ils ne verront pas le tableau ou qui vont adopter des postures pour essayer de combler cette mauvaise vision de loin. C'est-à-dire qu'ils vont se rapprocher plus proche de la télévision. Quand ils vont lire, ils vont avoir le bouquin un peu plus près. Donc ça, c'est les premiers signes qu'on va voir. C'est une difficulté de vision de loin et un enfant qui a tendance à se rapprocher pour me voir. Ensuite, vous allez avoir des signes qui vont être plus discrets, qui vont être par exemple les maux de tête, les yeux qui semblent fatigués, les yeux qui piquent, les yeux qui tirent, ou bien encore un enfant qui va se frotter constamment les yeux, qui va clignoter énormément des yeux. Alors, il est important de commencer le plus tôt possible la prise en charge de la myopie. Et pour ceci, il faut sensibiliser les parents. Et quel sujet faut-il évoquer avec ces parents? Nous allons avoir effectivement différents sujets à évoquer avec notamment les parents des enfants. Tout simplement, le premier sujet, c'est qu'est-ce que la myopie? Quels vont être les symptômes ressentis par l'enfant? Bien sûr, on va parler du problème de vision de loin, des problèmes qui peuvent être des problèmes scolaires, des problèmes de posture. On va parler de tout cela avec les parents. Ensuite, quel est le pronostic de la myopie? Quels sont les risques? Quelles sont les évolutions probables à cette myopie? On va devoir informer les parents pour donner du sens à ce que l'on va faire derrière. Il faut toujours informer, éduquer les parents. Ensuite, quelles sont les options pour corriger la vision? Tout simplement, on vous dit votre enfant a un problème de vision de loin, il va mal loin. Comment puis-je corriger cette vision? C'est la première chose à faire. Sans parler forcément de management de myopie, je corriger la vision. Ça va être très important. Ensuite, quel va être l'impact de la myopie? Quel va être l'impact de la myopie à court terme? Quel va être l'impact de la myopie à moyen terme? Et à long terme, qu'est-ce que l'on risque si l'on ne fait rien? Il faut toujours donner du sens. Et enfin, quelles vont être les solutions pour la prise en charge de la myopie? Quelles vont être les possibilités que l'on a? Est-ce que ça va être des lunettes, des lentilles spéciales pour le management de la myopie? On va expliquer tout ça pour choisir ensemble la meilleure solution. Ça va être votre rôle en tant qu'expert de la santé visuelle, ça va être votre rôle d'expliquer tout cela aux parents pour leur donner le plus d'informations possible et le plus de clarté possible. Tout à fait. Donc, on le rappelle, il est extrêmement important de communiquer et d'informer sur la gestion de la myopie, de rappeler l'importance des contrôles réguliers, mais également de sensibiliser les différentes parties impliquées finalement dans le management de cette myopie. Alors, quels sont les points clés qui pourront aider justement nos praticiens dans ce domaine? Alors, tout d'abord, on travaille sur différents pays, il va falloir respecter le protocole en vigueur, les réglementations en vigueur de votre pays d'exercice. C'est la première chose à faire. Quels sont les professionnels de la santé qui seront impliqués dans la prise en charge de la myopie de l'enfant? Le travail en collaboration est toujours une bonne chose. En s'alliant, on pourra rendre la prise en charge toujours meilleure. Donc nous encourageons toujours le travail en collaboration entre les différentes professions du secteur de la santé visuelle. Ensuite, il va falloir définir quelles sont les responsabilités de chacun. Qui fait cet examen? Qui prend en charge cet examen? Il va savoir un petit peu définir un parcours patient, comme on pourrait expliquer, comment offrir la meilleure prise en charge pour votre enfant myope. Ça va être vraiment très intéressant. Ensuite, il y a la mise en place de la pratique. Pour la mise en place de la pratique, il y a nécessité d'être appareillé. Il va falloir différents instruments. Dans ces instruments, on va retrouver un matériel de réfraction, tout simplement. Vous allez aussi retrouver un topographe cornéen, parce qu'il va être utile pour certaines modalités de traitement. Vous allez effectivement avoir aussi une lampe à fente qui va être utile notamment pour les solutions en lentilles de contact, mais également, dans l'idéal, il vous faudra un biomètre oculaire qui vous permettra de mesurer la longueur axiale, qui vous permettra de faire le suivi de la croissance de l'œil. Il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Alors, en plus du parcours patient et du matériel nécessaire, quels sont les examens spécifiques à cette pratique? Alors, les examens très spécifiques sont mentionnés ici. On va tout simplement trouver des examens classiques, mais que l'on va peut-être adapter au management de la myopie. On va avoir par exemple la réfraction objective sous cycloplégie. On va avoir la topographie cornéenne. Vous allez retrouver la réfraction subjective, ainsi que le diamètre cornéen. Nous allons détailler chacun de ces examens dans les slides suivantes. Revenons à la réfraction objective sous cycloplégie.
Le but de cette réfraction objective sous cycloplégie, c'est de s'assurer que votre enfant est bien myope, de ne pas avoir de mauvais diagnostic de la myopie ou de ne pas surestimer votre myopie. Si vous ne le faites pas, vous avez ce risque et donc dans ce cas-là, vous avez faussé votre prise en charge. Le but pour cet examen-là, c'est de respecter le protocole en vigueur. On va utiliser des gouttes d'atropine ou des gouttes, par exemple, de cyclopentolate que l'on va utiliser chez l'enfant pour aider le diagnostic de la myopie. Il faut bien sûr respecter le protocole en vigueur de votre pays. Il faut bien attendre entre le temps d'instillation des gouttes et le temps de la réfraction. Il faut respecter tout le processus et mettre en place une surveillance de l'enfant pendant l'instillation des gouttes. Pour la réfraction sous cycloplégique, ensuite, une fois les gouttes instillées, vous allez tout simplement utiliser un autoréfracteur ou un skiascope, si vous êtes plus à l'aise avec votre skiascope. Concernant la réfraction objective sous cycloplégie, vous allez éviter les mauvais diagnostics de myopie, mais vous allez également pouvoir suivre l'évolution de la myopie si la mesure de la longueur axiale n'est pas possible. On sait que la longueur axiale de l'œil et la valeur dioptrique de la myopie sont corrélées. Si vous n'avez pas la possibilité de faire la mesure standard de la longueur axiale, vous pouvez également suivre votre croissance de la myopie à travers sa valeur dioptrique. Donc cet examen-là va aussi vous servir pour le suivi. Pour la topographie cornéenne. La topographie cornéenne, elle va être utile pour certaines modalités. On va penser notamment par exemple à l'orthokératologie. Donc il faut prendre cette mesure ici. Quelques petits conseils pour la topographie cornéenne. Il faut s'assurer de certaines choses comme la qualité des larmes de votre patient. Il faut s'assurer effectivement d'une bonne posture du patient lors de la prise de la mesure ainsi que d'une bonne fixation. Lorsque vous vous assurez de ces points-là, il faut également s'assurer de l'ouverture palpébrale, qu'elle soit bien maximale pour que vous ayez une prise de mesure sur la plus grande partie possible de l'œil. Et enfin, nous vous conseillons de prendre toujours plusieurs mesures pour pouvoir tester à la suite de votre examen tout ce qui va être répétabilité et régularité de votre topographie. Ensuite, nous avons la réfraction subjective. La réfraction subjective va vous permettre tout simplement de choisir votre moyen d'équipement et c'est la correction que vous allez utiliser pour faire cet équipement. Pour réaliser cette réfraction subjective, vous allez pouvoir vous servir de la réfraction objective sous cycloplégique pour la commencer ou d'une mesure à l'autoréfraction. Mais elle est utile pour calculer votre équipement, que ce soit des lunettes, des lentilles, de l'orthokératologie ou d'autres choses. Et pour terminer, vous allez avoir le diamètre cornéen. Comme pour la topographie, le diamètre cornéen va vous être utile notamment en contactologie pour pouvoir calculer vos premières lentilles. Et donc, il est important de la mesurer directement. Plusieurs appareils permettent de mesurer ce diamètre cornéen, tels que les topographes cornéens, vous avez des autoréfracteurs qui le permettent, vous pouvez aussi le mesurer à l'aide d'un réglé. Donc cette mesure, juste une petite information, attention, ça va être pris de manière automatique avec un topographe cornéen, à ce que les points de mesure soient bien placés. Vérifiez toujours les mesures automatiques, ça va être vraiment important. Est-ce que les points de mesure sont au bon endroit? Mais prenez cette valeur-là, elle vous sera forcément utile à un moment. En ce qui concerne les examens recommandés, dans les examens recommandés, on va vous conseiller deux examens. On va commencer par la mesure de la longueur axiale. Pourquoi on va parler de la mesure de la longueur axiale? C'est un examen qui est vivement recommandé parce que c'est l'examen clé pour pouvoir suivre la croissance oculaire, la croissance de la longueur axiale de l'œil et ça va vous permettre de faire un meilleur suivi de la progression de la myopie chez l'enfant. Donc nous conseillons de la prendre régulièrement. La mesure, tous les 6 mois, c'est ce que l'on recommande ici. Attention, il ne faut pas non plus vous freiner dans la pratique de la prise en charge de la myopie si vous n'avez pas de biomètre oculaire qui ne vous permet pas, que vous ne pouvez pas mesurer la longueur axiale. Elle est vivement recommandée mais non obligatoire car on l'a vu juste avant, la réfraction de la personne peut aussi vous permettre d'effectuer le suivi de la progression myopique. Concernant la deuxième mesure que l'on recommande, qui est vivement recommandée, c'est le diamètre de la pupille. Le diamètre de la pupille va vous être utile pour faire le suivi et pour choisir aussi votre solution de prise en charge de la myopie. Nous allons le voir juste à l'instant avec un cas pratique ici. Donc nous allons reprendre ce cas pratique ici. Notre patient ici a une réfraction de base de -1,25 dioptrie et le diamètre pupillaire en condition mésopique de 6,7 mm. Donc ça, c'est le cas initial. Si on va placer deux moyens de correction, à gauche tout simplement l'orthokératologie, une correction d'orthokératologie, à droite une correction avec la lentille MySight.
Nous allons maintenant calculer l'impact de ces deux équipements sur l'addition périphérique qui permet la prise en charge de la myopie en contactologie avec les solutions optiques. À gauche, si on mesure la puissance sur la topographie, on retrouve une puissance de plus 0,50 dioptrie à peu près 6 mm au niveau de l'aire pupillaire. Si on part de la correction initiale qui était de moins 1,25, ça nous donne une addition en périphérie pupillaire de plus 1,75 dioptrie. À droite, avec MySight, plus simple, l'addition est complètement fixe, elle est de plus de dioptrie. Donc vous pouvez placer MySight et avoir une addition de 2 dioptries. Donc ça c'est le premier cas. Maintenant prenons le même cas, un tout petit peu différent parce que maintenant la correction est toujours la même mais le diamètre pupillaire il est de 4,40 mm. Quel impact ça va avoir? On va le savoir tout de suite. À gauche, toujours pareil, notre équipement en orthokératologie, à droite notre équipement avec MySight. Si on mesure à 4,40 l'addition générée par l'orthokératologie, on va être sur une puissance de moins 0,50. En partant de moins 1,25 pour la moins 0,50, l'addition générée, l'addition totale en périphérie pupillaire va être uniquement de 0,75 dioptrie. Quand on prend l'exemple de MySight, on va avoir une addition fixe de plus 2. Et donc dans ce cas précis, par exemple, on peut voir qu'avec une petite pupille, MySight va être plus bénéfique dans le cadre du management de la myopie. C'est un cas parmi d'autres, et là je cherche juste à vous prouver l'utilité de cette mesure dans votre pratique quotidienne. Alors, après avoir vu quelques spécificités de la prise en charge de la myopie, et notamment les différents examens essentiels à la pratique, nous allons discuter de la littérature scientifique. De plus en plus de nouveaux produits sont développés dans le but de freiner la progression de la myopie. Ils arrivent sur le marché avec des études publiées sur leur efficacité. Alors en tant que praticien, il est important de pouvoir évaluer la valeur de ces publications et d'inclure ces connaissances dans votre pratique. Quelles sont les considérations importantes à prendre en compte si l'on veut évaluer la valeur des articles et pouvoir les comparer entre eux? Alors nous allons avoir 3 considérations à prendre en compte, 3 considérations majeures à prendre en compte que nous avons décrites ici. Donc déjà, il faut se demander quel est le type d'étude qu'on est en train de lire, quel est le type d'étude qu'on a en face de nous pour pouvoir juger de la fiabilité des preuves. Nous y reviendrons juste après, nous allons détailler chaque partie juste après. Ensuite, quelle est la qualité de l'étude? On va vous expliquer comment tenter de juger la qualité de l'étude et de reconnaître si vous êtes en face d'une étude qui va être fiable ou non. Et le troisième point qui est vraiment important, c'est est-ce que la population de l'étude correspond à la population que vous avez en face de vous dans votre pratique. Ça va être les 3 points réellement à considérer et on va vous expliquer tout ça. Alors comment peut-on évaluer les différents types d'études ainsi que les preuves? Alors, là ici, on va essayer de vous expliquer comment évaluer le type d'étude. Afin d'évaluer le type d'étude en face duquel vous vous trouvez, nous mettons à disposition cette pyramide hiérarchique d'épreuves. Alors tout simplement, vous allez retrouver différents types d'études. Plus vous serez en bas de la pyramide, plus la qualité des preuves sera faible et plus le risque de biais sera important. Donc bien entendu, nous ce qu'on va aller chercher, c'est de toujours monter dans la pyramide pour avoir des preuves qui sont plus fiables et des biais qui seront moins importants. Tout en bas de la pyramide, nous retrouvons les éditoriaux et les paroles d'experts. Toujours très intéressant pour s'informer sur un sujet, mais la qualité des preuves reste incertaine. Vous pouvez bien entendu les lire, mais prenez toujours un tout petit peu de recul par rapport à ce que vous lisez. Ensuite, si on remonte, vous allez avoir les études de cas. Les études de cas sont régulièrement réalisées sur des modalités qui sont en cours de test. Et donc là, on va juste étudier, voilà, on a eu tel résultat pour tel cas, mais ce ne sont pas forcément des études qui sont très bien conçues. Et donc la qualité des preuves reste toujours une fois incertaine. Si on remonte tout en haut, on va avoir les essais contrôlés randomisés, qui vont être le gold standard des études, qui vont vraiment être les études que l'on va rechercher. Ce sont des études qui sont bien conçues et qui vont traiter d'un sujet en particulier et dont la qualité des preuves est sûre. Et encore un peu plus haut, vous aurez les revues systématiques ou les méta-analyses qui vont en fait reprendre les résultats de différents essais contrôlés randomisés et qui vont faire un mix pour avoir vraiment une preuve très fiable. Donc bien entendu, lorsque l'on va lire des études, on va plutôt aller chercher vers le haut de la pyramide et vers les méta-analyses et les essais contrôlés randomisés. Tout à fait. Alors, en plus du type d'étude, il est important, il me semble, d'aller évaluer la qualité de la conception de la recherche. Tout à fait. Pour évaluer la qualité de la conception de la recherche ici, on va prendre différents points que je vais vous nommer ici. Tout d'abord, il va falloir savoir si on est en face d'une étude prospective ou d'une étude rétrospective. L'étude prospective va suivre les sujets du début jusqu'à la fin pour prendre l'épreuve. Une étude rétrospective va
prendre un panel de patients qu'on a vu avant, reprendre les résultats qui ont été trouvés à ce moment-là. Mais du coup, le suivi patient est beaucoup moins sûr parce qu'on prend des anciens cas. Avec les études prospectives, vous prenez les cas du début, vous les suivez jusqu'à la fin de l'étude, vous contrôlez toute l'étude. Ensuite, est-ce qu'il y a la présence d'un groupe contrôle? C'est toujours bien de tester une modalité, mais il faut que vous ayez un groupe contrôle, c'est-à-dire un groupe qui va vous permettre de valider votre théorie de base. Donc, la présence d'un groupe contrôle est indispensable, vraiment très intéressante ici. Ensuite, il va falloir juger des participants de l'étude, c'est-à-dire quel âge ont les participants, on est en face de quelle population, quel est le nombre de participants à cette étude-là. Donc, il va falloir juger de ce point de vue-là afin de savoir si l'étude est de qualité ou non. Ensuite, vous avez d'autres moyens, enfin d'autres thèmes à aborder comme la randomisation, l'essai en double aveugle. L'essai en double aveugle, on est sur quelque chose où le patient et le médecin ne savent pas quelle est la modalité de traitement. Donc ça, c'est toujours très intéressant parce que quand le médecin connaît la modalité de traitement ou le patient, cela peut un peu fausser notre vision des choses. Donc les essais en double aveugle sont ce qu'il y a de plus fiable. Il faut aussi connaître la durée de l'étude. Et enfin, il va falloir connaître quels sont les résultats mesurés. Dans le cadre du management de la myopie, c'est très simple. Deux résultats nous intéressent particulièrement. On va parler de la mesure de la longueur axiale ainsi que de la réfraction. C'est les deux mesures qu'on va avoir. Une étude qui ne se baserait que sur la réfraction, il va manquer quelque chose pour qu'elle soit vraiment le plus fiable possible. Donc, comme je vous en parlais, au niveau des résultats primaires, on va avoir la longueur axiale, l'erreur de réfraction. Au niveau de l'erreur de réfraction, ce qui est important de noter, c'est qu'il faut toujours que cette réfraction soit une réfraction objective sous cycloplégique. Et il faut s'assurer que le protocole de cycloplégie soit correctement respecté. C'est-à-dire qu'on utilise bien le bon produit, que l'on respecte bien le temps entre l'insertion des gouttes et la réfraction. Donc il faut vraiment s'intéresser à la réfraction. Ce n'est pas une réfraction subjective, mais ça doit être une réfraction objective et sous cycloplégie. En résumé, voici nos conseils pour évaluer la qualité d'une étude. Il faut d'abord identifier le type de l'étude. Il est préférable de sélectionner des méta-analyses ou des essais contrôlés randomisés. Il faut également évaluer la conception de l'étude. Et enfin, il faut étudier la population. Nous vous offrons une gamme complète de produits pour la prise en charge de la myopie chez l'enfant, permettant ainsi de commencer le traitement le plus tôt possible. Grâce à notre logiciel d'adaptation unique, vous pouvez commander facilement et rapidement nos solutions de traitement, mais aussi documenter la progression myopique de vos patients avec le module de management de la myopie. Aujourd'hui, nous avons plusieurs modalités de prise en charge de la myopie chez l'enfant. Nous allons trouver les gouttes ophtalmiques d'atropine ici, qui vont être prescrites dans le cadre de la prise en charge de la myopie. Vous allez avoir également les indications qui vont être portées sur le mode de vie, c'est-à-dire combien de temps l'enfant passe à l'extérieur, combien de temps l'enfant passe sur les travaux en vision de près. On va pouvoir peut-être moduler légèrement le mode de vie de l'enfant. Et vous avez également les interventions optiques qui vont concerner tout ce qui va être lentilles de contact, tout ce qui va être lunettes qui vont être réellement conçues pour la prise en charge de la myopie. SightGlass Vision est le seul verre de lunettes destiné à ralentir le développement de la myopie qui a été scientifiquement prouvé pour son efficacité chez les enfants à partir de 6 ans. SightGlass Vision est doté de la technologie Diffusion Optic Technology. Alors, c'est une nouvelle technologie et c'est un principe unique et tout nouveau car on va jouer sur le contraste rétinien. Aujourd'hui, on sait qu'un contraste rétinien élevé va entraîner l'apparition de la myopie et va également entraîner la progression de la myopie. Comment on peut donc moduler ce contraste rétinien? On va le contrôler à l'aide de dispositifs microscopiques qui vont être placés sur l'intégralité du verre en dehors des 5 mm, d'une zone de 5 mm qui va être placée en face de la pupille du patient. Mais tous ces petits micro-éléments vont diffuser la lumière pour réduire le contraste. Cette réduction de contraste va entraîner un contrôle de la progression de la myopie et un contrôle de la croissance de la longueur axiale de l'œil ici. Toute l'intégralité du verre peut être utilisée par le patient. C'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres modalités en verre de lunettes que l'on peut connaître également. Et donc le patient aura une vision claire à travers l'intégralité du verre. Sur cette slide, nous pouvons voir que la distance n'impacte pas la qualité de vision. Votre enfant peut porter des lunettes en vision de près, en vision de loin. Là, la modification du contraste va être sur l'intégralité du verre et ne va pas être dépendante de la distance de vision. C'est ce que l'on peut voir juste sur cette slide-là ici. Ce qui veut dire que votre enfant pourra porter les lunettes pour toutes les activités. On va voir en quoi c'est important dans les slides suivantes. Nous allons maintenant parler de l'étude CIPRESS. C'est une étude qui va tester la sécurité et l'efficacité du verre SightGlass Vision.
Donc nous allons voir un petit peu sa conception ainsi que les premiers résultats qui vont vous être donnés. Au niveau de la conception de l'étude, nous sommes en phase d'une essai clinique randomisée, contrôlée, en double aveugle, en multisite avec pas moins de 256 enfants qui participent de 6 à 10 ans et qui vont avoir des ethnicités différentes. Donc ce qui est très intéressant de noter, c'est que les enfants, on a une étude qui commence avec des enfants de 6 ans. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on sait que pour avoir la meilleure prise en charge de la myopie possible, il est toujours très intéressant de commencer le traitement le plus tôt possible. Donc si on peut commencer à traiter dès 6 ans, il faut bien entendu le faire. La durée de l'étude, elle est de 36 mois. Aujourd'hui, nous avons les résultats à 12 et 24 mois. Ici, je vais vous présenter les résultats à 24 mois. Si l'on prend l'ensemble des participants, nous allons avoir on a réduit le taux de progression de la myopie de 47% avec les verres SightGlass Vision. Et on va avoir réduit le taux de progression de la longueur axiale de 24%. Donc là, on va prendre, en 24 mois, on va prendre l'intégralité des porteurs. Maintenant, regardons un peu plus près les chiffres. Si on prend maintenant les mêmes statistiques, mais avec les porteurs qui ont gardé leurs lunettes à temps plein, c'est-à-dire qui ont gardé leurs lunettes pour la vision de près et pour la vision de loin. Les chiffres sont un petit peu différents, vous allez le voir. Au niveau de l'équivalent sphérique, on a une réduction du taux de progression de l'équivalent sphérique de 59%. Donc nous sommes au-dessus des 47% annoncés juste avant. Et au niveau de la longueur axiale, on passe maintenant à un taux de réduction qui va être un taux de réduction de 38% au niveau de la longueur axiale du coup. Donc bien meilleur que pour les enfants qui ne portaient leurs lunettes qu'en vision de loin. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est très intéressant de porter les lunettes constamment, que ce soit pour les activités en vision de près, pour les activités en vision de loin. Avec ce processus-là, vous maximiserez l'effet freinateur de ce verre de lunettes. Donc le message de cette slide, c'est porter les lunettes constamment pour les activités de près et de loin. Maintenant, on va s'intéresser à un nouveau panel de porteurs. On va s'intéresser aux enfants de 6 à 7 ans. Pourquoi? Parce qu'on a vu que cette étude-là était très intéressante car elle étudiait des enfants très jeunes, chez qui on va vouloir commencer un management de la myopie très jeune. Donc là, on va se focaliser sur les enfants de 6 à 7 ans. Si on prend les stats ici, on a réduit la progression de la myopie de 57% chez les enfants de 6 à 7 ans. Au niveau de la longueur axiale, on a réduit la longueur axiale de 34% chez ce panel d'enfants ici. Donc toujours très intéressant d'avoir des stats sur des enfants plus jeunes. Et on montre à travers cette étude-là que SightGlass Vision permet une réduction de la progression de myopie chez tous les porteurs, même chez les plus jeunes porteurs. Ici, sur ce graphique, je cherche à vous montrer qu'au bout de 24 mois, vous allez avoir 4 enfants sur 10 environ qui ont porté ma glace, qui ont une augmentation de la correction inférieure à moins 0,25. Donc c'est la statistique qui est en violet sur cette slide-là, à 24 mois. Si maintenant je prends le groupe contrôle, donc qui ne portait pas SightGlass Vision, mais uniquement des verres en vision de loin, on voit que c'est moins de 2 enfants sur 10 qui ont connu une progression inférieure à moins 0,25. Encore une fois ici, vous avez la preuve de l'efficacité de SightGlass Vision pour contrôler l'évolution de la myopie à travers sa valeur dioptrique. Toujours intéressant de prendre en compte les avis des porteurs, sachant que ce sont en plus des enfants. Donc vous savez très bien qu'un enfant qui ne va pas apprécier sa paire de lunettes ou qui a des soucis avec autre, ne va pas vouloir les porter. Donc on s'intéresse beaucoup à l'avis subjectif des porteurs. Qu'est-ce qu'on a vu? On a en fait posé des questions, il y avait des questionnaires qui ont été destinés aux enfants ici. Qu'est-ce que l'on sait avec ça? 8 enfants sur 10 portaient leurs lunettes SightGlass Vision et avaient une vision nette en vision de loin et en vision de près. Ça nous indique qu'il n'y a aucune difficulté à porter les lunettes à toutes les distances ici. C'est tout à fait possible et on a vu aux slides précédentes que ça maximisait l'effet de freination de la myopie. Seconde petite chose que l'on voit au niveau du temps de port. Les lunettes ont été apportées environ 12 heures par jour par nos porteurs ici. Que ce soit pour les personnes qui portaient SightGlass Vision, mais aussi pour les personnes qui portaient les lunettes uniquement en vision de loin. Ce qui veut dire qu'il y a une très bonne adaptation envers SightGlass Vision et il n'y a pas de difficulté pour le porteur de les accepter ici. Il est très bien avec. Et la dernière petite chose, c'est justement l'acceptance aussi. La plupart des enfants aimaient porter leurs lunettes SightGlass Vision. Il n'y a donc pas eu de souci à ce niveau-là. MySight One Day, c'est une lentille de contact souple journalière qui a été développée pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants. Nous allons pouvoir maintenant vous présenter ses caractéristiques ainsi que les résultats scientifiques liés à son efficacité. Merci pour cette introduction. Alors tout d'abord, MySight One Day va être équipé de la technologie Active Control qui va permettre aux porteurs à la fois d'avoir une vision claire,
une vision nette, mais également aux porteurs de bénéficier d'un effet freinateur, d'un effet de contrôle de la progression de la myopie à l'aide de cette lentille ici. Comment elle va fonctionner? Vous allez vous retrouver avec deux zones dans cette lentille-là. La première zone qui va être en violet plus clair ici, qui sont des zones de correction. Ces zones de correction vont permettre à l'enfant de voir clair avec ces lentilles, d'avoir une bonne vision, de ne pas être impacté par le design optique de la lentille. Vous allez ensuite avoir des zones de traitement qui sont en violet foncé sur la lentille ici. Ce sont les zones de défocus myopique. Ce sont des zones d'addition en périphérie de la lentille qui vont permettre de la prise en charge justement de l'évolution de la myopie. Voilà comment fonctionne un petit peu le design de MiSight. On retrouve deux zones différentes. MiSight One Day, c'est également 7 ans d'études. Et ça, c'est vraiment important parce que à l'heure actuelle, c'est la plutôt longue étude que l'on a faite sur des lentilles souples ici. C'est une étude qui va être randomisée, qui va être prospective et qui va être en double aveugle, multicentrique et avec des enfants à un stade initial randomisé et des enfants qui au début de l'étude avaient entre 8 et 12 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus long essai en lentille de contact qui a été réalisé sur lentille souple pour le moment. Voici comment a été conçue l'étude MiSight. L'étude MiSight a été conçue en 3 parties, avec 3 objectifs différents. La première partie qui a été faite, on a tout simplement évalué l'efficacité de MiSight entre deux groupes, un qui portait MiSight et un qui portait ProClear One Day. Et le but était de vérifier au niveau de la longueur axiale et de la réfraction s'il y avait bien un effet de freination de la myopie avec MiSight. On va y revenir, je vais le détailler plus longuement après. La partie 2, tout simplement, on voulait savoir si le fait de commencer à porter MiSight plus tard était impactant et si ça diminuait l'effet de contrôle de la myopie que l'on pouvait offrir avec MiSight. La partie 3, c'est on voulait savoir si on voulait déterminer si l'avantage que l'on avait avec MiSight pendant toutes les années de port disparaissait à l'arrêt du port de MiSight. On va détailler tout ça juste après. Commençons par le début et par la partie 1. Donc à la partie 1, nous avions une partie des enfants, donc le groupe test qui portait MiSight One Day, et vous aviez une partie des enfants, le groupe contrôle, qui portait ProClear One Day. Donc, pendant cette étude-là, on a étudié la longueur axiale de l'œil ainsi que la réfraction sous la forme de son équivalent sphérique. Vous avez à droite les caractéristiques initiales des groupes qui étaient conçus pour étude. On voit qu'il n'y a aucune différence entre les deux groupes. Et ça, c'est très important de le constater, que ce soit en termes d'âge ou de réfraction, on a des groupes qui sont similaires. Très important. Ici, si nous prenons dans un premier lieu la réfraction en termes d'équivalent sphérique, le changement de l'équivalent sphérique tout au long des 3 premières années, car cette première partie a duré 3 ans. On voit une réduction de 59% de la production myopique avec MiSight One Day. Ça, c'est le chiffre qu'il faut retenir. En 3 ans, les enfants qui portaient MiSight ont une réduction de 59% de la croissance de la myopie, en comparaison des porteurs de ProClear. Maintenant, prenons uniquement la longueur axiale. Si on prend la longueur axiale, donc la taille de l'œil ici, on voit que la réduction pour les porteurs de MiSight est de 52%. La réduction de 52% de la croissance de la longueur axiale pour les porteurs de MiSight, toujours en comparaison avec les porteurs de ProClear One Day. Donc 59% pour la réfraction, 52% pour la longueur axiale. Alors en résumé, MiSight One Day, c'est une réduction de 59% de la progression myopique en moyenne, une réduction de 52% de la croissance de la longueur axiale, mais également une réduction de 41% sur une aggravation significative de l'erreur de réfraction. Maintenant, nous allons pouvoir évoquer la deuxième partie d'étude qui durera aussi 3 ans. Qu'est-ce que nous avons fait pendant cette deuxième partie? Tout simplement, les porteurs de MiSight durant la première partie d'étude ont continué à porter MiSight les 3 années suivantes, c'est-à-dire qu'ils les porteront au total 6 ans. On parlera du groupe T6. Les porteurs de ProClear One Day pendant la première partie vont maintenant être équipés en MiSight One Day. Donc ils les porteront pendant les 3 prochaines années. On l'appellera le groupe T3. Donc on va étudier à travers cette partie, on va étudier le fait de savoir si est-ce qu'en commençant plus tard, le traitement avec MiSight One Day est toujours actif, est-ce qu'il est encore actif, ou est-ce que si on commence trop tard, c'est justement trop tard. Donc on va le savoir très vite. La seule petite chose que je tiens à vous signifier ici, c'est qu'au niveau des caractéristiques initiales, bien entendu le groupe T3, donc les gens qui ont porté ProClear One Day durant la première phase de l'étude, ont une longueur axiale et une réfraction plus importante, mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas bénéficié des avantages de MiSight One Day durant la première phase. Au niveau de la réfraction en termes d'équivalence sphérique, qu'est-ce que l'on peut voir ici? Alors nous allons tenter de détailler. Le groupe T6, donc les gens qui ont porté MiSight One Day pendant 6 ans, ont connu une progression en moyenne de moins 0,92 dioptries sur ces 6 ans.
c'est-à-dire environ moins 0,15 dioptries par année. Le groupe T3, qui a porté Proclear One Day durant 3 ans, puis MiSight One Day pendant 3 ans, a augmenté de moins 1,24 dioptries durant la première phase, durant les 3 premières années, alors que l'on peut voir que durant la deuxième phase, les 3 dernières années avec MiSight One Day, on a une progression uniquement de moins 0,31 dioptries. Donc là, on voit tout l'intérêt d'équiper MiSight, même chez des enfants qui vont être un peu plus âgés, la prise en charge de la myopie est tout de même effective. Maintenant, posons la question au niveau de la longueur axiale. Est-ce que l'on a le même résultat? Est-ce qu'il est toujours intéressant d'adapter des enfants un peu plus âgés? Cette slide va y répondre. Au niveau du groupe T6, donc les gens qui ont porté MiSight pendant 6 ans, en moyenne, ces enfants-là ont une augmentation de la longueur axiale de 0,5 mm en 6 ans, donc moins de 0,10 par an, ce qui est très bien. Sachant qu'un enfant, même sans parler de progression pique, a quand même un œil qui s'allonge. Donc là, on a un bel effet sur la croissance de la longueur axiale. Les enfants qui ont porté MiSight les 3 dernières années, donc le groupe T3, qui était d'abord en Proclear et qui est passé en MiSight, a eu une augmentation pendant les 3 dernières années où ils ont porté MiSight One Day de 0,2 mm sur 3 ans. Donc là, encore une fois, on peut constater que le fait de commencer MiSight One Day plus tard dans la vie n'impacte pas la freination de la myopie que vous offre cette lentille-là. Donc même si le traitement commence un peu plus tard, faites-le, il est toujours bénéfique. Donc pour résumer la seconde phase de l'étude, on peut dire que commencer le plus tôt possible et le plus longtemps possible avec MiSight One Day, cela permet d'obtenir l'effet maximal. L'adaptation de MiSight plus tard dans la vie peut encore être bénéfique pour ralentir la progression, donc il faut toujours adapter. Et près d'un œil sur 4 équipé avec MiSight One Day n'a présenté aucune aggravation de la myopie après 6 ans. Mais que se passe-t-il si le port des lentilles est arrêté? Alors c'est la dernière partie de l'étude qui peut répondre à cette question. Alors nous allons donc étudier la partie 3 de l'étude ici. Donc durant la partie 3 de l'étude, tous les enfants ont arrêté le port de MiSight et sont passés en Proclear One Day pendant 1 an. Le but, pendant cette année, on a mesuré la longueur axiale et la réfraction de l'œil pour savoir tout simplement ce qui se passait à la fin, à l'arrêt de port des lentilles MiSight. Qu'est-ce que l'on a vu ici? On a vu que tous les enfants qui avaient arrêté MiSight ont repris une croissance attendue pour un enfant de cet âge-là, sans moyen de compensation spécifique pour la freination de la myopie. On n'a pas noté une accélération pendant cette dernière année, mais simplement une reprise de la croissance attendue. Donc, ce que l'on peut voir ici, c'est que même après l'arrêt de port des lentilles MiSight, on garde les bénéfices qu'on a obtenus durant toutes les années de port. Donc, très intéressant, on ne note pas d'effet rebond avec les lentilles MiSight. Alors, voici quelques notions clés pour conclure sur MiSight. Près de 90% des porteurs répondent au traitement. On note également une réduction de moitié de la progression, et ce, quel que soit l'âge. Enfin, une adaptation le plus tôt possible permet d'avoir l'effet freinateur maximal. Alors MiSight fonctionne aussi longtemps qu'elle est utilisée et les bénéfices, on l'a vu, sont conservés après le traitement. Il n'y a pas d'effet rebond. Nous allons détailler à présent Dreamlight MC. Dreamlight MC, c'est une lentille de contact d'orthokératologie dont il a été prouvé qu'elle ralentit la progression de la myopie chez les enfants. Nous allons retrouver plusieurs méta-analyses, plusieurs essais contrôlés randomisés au sujet de l'orthokératologie, du management de la myopie. Je vous encourage à les lire, mais moi je vais vous en parler un petit peu plus dans ce chapitre. Tout d'abord, ici, on va étudier la longueur axiale, l'étude de la longueur axiale sur un port de 2 ans en orthokératologie. Quel que soit le continent d'étude, quel que soit le type de lentille utilisée, cette méta-analyse regroupait plusieurs résultats de différentes provenances. On retrouve des résultats assez cohérents. En 2 ans, on note qu'à peu près une réduction d'à peu près 1/4 de millimètre, de 0,25 mm, de réduction de la croissance de la longueur axiale chez les porteurs d'orthokératologie. En moyenne, les porteurs d'orthokératologie ont un taux de freination de la myopie d'environ 50%. Cette freination de la myopie, elle est viable au niveau de la longueur axiale, mais aussi de la réfraction, donc au niveau des 2 sujets que l'on cherche à freiner, donc très intéressant. Nous allons maintenant parler spécifiquement de notre design Dreamlight à travers 2 études qui ont été réalisées avec ce design-là. Une étude un petit peu plus ancienne, alors je vais vous expliquer un peu comment a été conçue l'étude ici, tout est noté au tableau. Vous allez avoir cette étude-là regrouper des enfants de 8 à 11 ans.
donc des enfants relativement jeunes ici, des enfants dont la réfraction équivalente sphérique était d'au moins moins 0,75 et dont la myopie initiale était d'au moins 5 dioptries. À savoir que la correction qui n'était pas prise en compte en orthokératologie était compensée en lunettes pour les enfants qui n'avaient pas une correction complète. Vous aviez deux groupes, un groupe qui portait les lentilles d'orthokératologie et un groupe témoin. Comme on en a parlé plus tôt dans cette présentation, toujours important d'avoir un groupe témoin pour valider l'effet freinateur ici de notre lentille d'orthokératologie. L'étude a duré 2 ans et elle a pris place à Hong Kong Polytechnic University. Tout simplement, les résultats de l'étude, au niveau de la croissance des yeux a été ralentie de 63% chez le groupe qui portait les lentilles d'orthokératologie Dreamlight par rapport au groupe qui portait des lunettes. Ça, c'était la première étude qui est sortie. Une étude plus récente, et d'ailleurs encore en cours, est parue. On a les premiers résultats ici. C'est une étude qui a été faite au Danemark sur des enfants scandinaves ici. Donc cette étude, elle va regrouper des enfants de 6 à 12 ans lors de l'inscription à l'étude. On va avoir une myopie entre moins 0,50 et moins 4,75 et un astigmatisme qui va être inférieur à 2,50 dioptries. Ça, c'est les critères de sélection de nos enfants. Ensuite, vous allez avoir, comme on l'a vu, un groupe test avec Dreamlight et un groupe témoin avec des lentilles, des lunettes en vision de loin uniquement. La durée de l'étude est de 3 ans, elle est encore en cours. Moi, je vais vous présenter les résultats à 18 mois ici. Et comme je vous l'ai dit, elle a pris place au Danemark. La croissance des yeux sur les 18 premiers mois a été ralentie de 59%. Donc on voit que déjà en 18 mois, on a gagné 59% sur le taux de progression de la longueur axiale de l'œil. Donc ça, ce sont les premiers résultats et nous avons hâte de vous présenter les prochains résultats. L'étude contrôle dont je viens de vous parler a été réalisée avec le design Dreamlight classique, avec une zone optique de 6 mm. La question qu'on peut se poser, c'est comment optimiser la freination de la myopie en orthokératologie. On sait, il a été prouvé scientifiquement que plus l'addition périphérique, plus l'addition dans l'aire pupillaire est importante, plus l'effet freinateur de la lentille est important. Donc, pour maximiser l'addition à l'intérieur de l'aire pupillaire, tout simplement, nous allons réduire notre zone optique. En réduisant la zone optique, nous allons donc maximiser l'effet freinateur de la lentille. Et c'est ce que l'on a fait avec Dreamlight MC. Dreamlight MC a une zone optique repensée et optimisée dans le cadre du management de la myopie. Sur cette slide, je vais vous montrer en quoi Dreamlight MC va maximiser l'effet freinateur de la lentille d'orthokératologie. Vous avez le même œil ici que l'on va retrouver. On va lui apposer les deux designs. À gauche, le design Dreamlight, à droite, le design Dreamlight MC. La pupille est de 4,35 mm dans les deux cas, vu qu'on est sur le même œil. À gauche, avec le design Dreamlight, on voit que le défocus périphérique, l'addition que l'on va inclure dans l'aire pupillaire, est de plus 1 dioptrie. Maintenant, prenons l'exemple de droite. Je refais le même calcul avec Dreamlight MC, qui, je rappelle, a une zone optique repensée et optimisée. Nous obtenons un défocus périphérique, une addition dans l'aire pupillaire de plus 2 dioptries. Vous avez doublé la quantité de défocus myopique à l'intérieur de l'aire pupillaire. Ce qui fait que Dreamlight MC va vous apporter un effet freinateur maximisé, optimisé pour la prise en charge de la myopie chez l'enfant. Alors les développements autour de la prise en charge de la myopie suivent un rythme rapide. Il est donc important de rester informé. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'avenir du domaine et nous donner quelques exemples? Oui, tout d'abord, nous pouvons parler des traitements combinés. C'est l'addition d'un traitement, la plupart du temps, optique et d'un traitement pharmacologique. Le traitement combiné le plus étudié reste l'orthokératologie et l'atropine. On a découvert que les résultats étaient intéressants pour les faibles myopies, inférieures à moins 3 dioptries. On a commencé également des études avec un traitement combiné avec les lentilles souples pour la prise en charge de la myopie, mais aussi les lunettes pour la prise en charge de la myopie et l'atropine à nouveau. Des études sont nécessaires pour vous en dire plus, mais sachez que les études sont en cours. L'utilisation de l'intelligence artificielle pourra également nous aider dans la prédiction de la myopie. Des études sont en cours en utilisant l'intelligence artificielle pour prédire le risque ou non de devenir myope, mais également le degré de myopie que l'on pourra retrouver chez l'enfant plus tard. On parle aussi de réalité virtuelle, parce que des nouvelles applications smartphone sont disponibles, maintenant sont en test plutôt, ils utilisent la réalité virtuelle afin de manager l'évolution de la myopie avec justement un casque de réalité virtuelle et l'application. Grâce à l'intelligence artificielle, demain nous pourrons prédire plus facilement le fait de devenir myope ou même le degré de myopie chez l'enfant. Donc grâce à l'intelligence artificielle, nous allons pouvoir améliorer le diagnostic de la myopie.
On peut aussi parler de la réalité virtuelle. De nos jours, on étudie la réalité virtuelle en tant que potentielle technologie pour freiner l'évolution de la myopie à travers notamment des applications mobiles. C'est des études qui sont en cours et qui potentiellement vont pouvoir arriver demain. Enfin, la réalité virtuelle a aussi un impact sur l'épaisseur de la choroïde et ça, ce sont des points que nous devons continuer à étudier. Nous pouvons également parler de Kubota. Cette société utilise une technologie optique sous forme de lunettes ou de lentilles qui va jouer avec la réalité augmentée, qui va permettre de moduler l'image en périphérie rétinienne et donc de freiner l'évolution de la myopie. Nous avons également Novasight qui utilise des lentilles actives qui vont permettre de réaliser un suivi oculaire et de maintenir une vision nette dans toutes les directions. Et pour terminer, Ivena propose des études sur une solution appelée IVMed 85 qui va permettre de créer une réticulation cornéenne et sclérale de l'œil. On l'a vu, de plus en plus d'enfants deviennent myopes. La prise en charge de la myopie est une nouvelle norme de soins et doit être une priorité absolue. Nous sommes votre partenaire pour la gestion de la myopie et nous vous offrons des outils pratiques, des services et un portefeuille complet de produits pour la gestion de la myopie. Alors n'hésitez plus, devenez un expert en gestion de myopie. Visitez le reste de notre académie et suivez nos formations. Merci beaucoup pour l'attention et n'hésitez pas à nous contacter pour toute information ou formation complémentaire. Merci encore.